Alors bonjour à tous. Donc le TP d'aujourd'hui, on va travailler directement sur le contrôleur de domaine qu'on a créé la dernière fois. Donc s'il vous plaît, lancez votre contrôleur de domaine et on va voir ensemble quelles sont les opérations qu'on sera amené à faire. Alors d'abord, on va s'assurer que notre contrôleur de domaine fonctionne. Pour cela, dans la console qui s'affiche pour le gestionnaire de serveur, on va aller cliquer sur ADDS. Là, on vérifie le nombre de serveurs. Donc, nous avons un serveur. Le nom de notre serveur existe. L'adresse IP, elle est bien là. Vous pouvez vérifier les différents messages d'erreur pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur grave. Ensuite, on va commencer par créer des comptes utilisateurs. Alors, pour créer nos comptes utilisateurs, alors, je disais, pour créer des comptes utilisateurs, on va cliquer sur Outils, qui se trouve à ce niveau-là. Pardon, on va cliquer sur Gérer. Alors, au niveau de gérer, qu'est-ce qu'il vous donne? Soit pour ajouter des rôles, soit ajouter des serveurs, soit les propriétés. Quand vous allez sur Outils, allez chercher Utilisateur, Active Directory. Voilà. Utilisateur et ordinateur Active Directory. Alors, comme on l'avait dit la dernière fois, vous allez trouver le nom de votre domaine avec les différents conteneurs. Comme on veut créer un utilisateur, on va vers le conteneur user. On va ouvrir le conteneur. Donc déjà, on remarque que nous avons déjà les groupes par défaut et nous avons deux comptes utilisateurs, le compte invité et le compte administrateur. Alors, pour créer un utilisateur, soit vous cliquez avec le bouton droit, vous faites nouveau et vous mettez utilisateur, donc comme je viens de le faire maintenant. Donc automatiquement, vous allez avoir une première boîte de dialogue qui va s'afficher. Alors, il vous demande de saisir le prénom de l'utilisateur. Donc, pour notre premier utilisateur, on va utiliser c'est comme prénom, je sais pas moi, bon, on va dire Bart user. Le nom d'ouverture de session, donc alors pour simplifier les choses, on va l'appeler user 1. Bon, vous pouvez rajouter les initiales ou non, là vous êtes libre. Au niveau de nom d'ouverture de session, c'est arrobas votre nom de domaine. Ensuite, vous faites suivant. Et là, il va falloir définir un mot de passe pour l'utilisateur. Bon, de préférence, utilisez le même mot de passe que le domaine, comme ça vous évitera de noter beaucoup de mots de passe. Donc, j'ai utilisé le password P majuscule arrobas 2S W0 RD. Et là, vous avez des cases à cocher. Est-ce que l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session?
Généralement, elle est cochée par défaut. Pourquoi? Parce qu'on considère que l'administrateur ne doit pas connaître les mots de passe des utilisateurs. Donc, et par conséquent, ce qui va se faire, c'est que dès que l'utilisateur va essayer de se connecter, il va découvrir que le système va l'obliger à changer de mot de passe. Vous avez la possibilité de faire en sorte que l'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe. Vous pouvez décider que le mot de passe n'expire jamais, ou bien que le compte est désactivé. Ça veut dire que l'utilisateur ne peut pas se connecter. Donc on va obliger uniquement l'utilisateur à changer son mot de passe. On fait suivant. Bon, une erreur dans mon mot de passe. Donc là, vous avez un résumé de ce qui a été fait. Dès que vous faites terminer, vous avez votre utilisateur qui a été créé. Si on rentre dans les propriétés de l'utilisateur, vous allez voir que nous avons plusieurs descripteurs de cet utilisateur. Donc d'abord, dans l'onglet général, vous avez le nom, prénom, la description, le numéro de bureau, numéro de téléphone, etc. Donc les champs qui ne sont pas renseignés, c'est des champs optionnels, vous n'êtes pas obligé de les renseigner. Vous avez les informations relatives à son adresse, boîte postale, ville, etc. Pour le compte, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc le nom d'ouverture de session, les horaires de connexion, sur quelle machine il peut se connecter, etc. Le profil, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, le profil itinérant, le profil obligatoire, donc on verra ça après. Le numéro de téléphone, l'organisation, il est membre de quel groupe? Donc par défaut, il est membre du groupe utilisateur du domaine uniquement. Vous avez des informations par rapport à sa session, est-ce qu'elle expire et n'expire pas, le profil dispo, l'environnement. Donc tout ça, c'est des paramètres qu'on verra par la suite pour décrire notre objet. Donc ce que je vous demande de faire, c'est de créer trois autres utilisateurs, s'il vous plaît. Vous les appelez comme vous voulez. S'il vous plaît, dès que vous aurez créé vos quatre utilisateurs, faites-moi signe.
D'accord. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de créer une unité d'organisation. Alors, pour créer une unité d'organisation, on va tout simplement faire nouveau. Et là, essayez de voir comment est-ce que vous pouvez créer votre unité d'organisation. Donc, si je cherche ici, j'ai ordinateur, contact, groupe, MDS ressources, alias, imprimante, utilisateur et dossier partagé. Je ne trouve pas mon unité d'organisation. Par contre, si je clique sur mon domaine, je fais nouveau. Là, je peux trouver l'unité d'organisation. Pourquoi est-ce que je ne peux pas trouver l'unité d'organisation dans ce panneau, donc à l'intérieur de User, et je peux la trouver ici? Rappelez-vous ce qu'on avait dit. On avait dit que les unités d'organisation, c'est tout simplement des conteneurs des conteneurs qu'on va créer. Donc, des conteneurs qui vont contenir des objets, tels que les conteneurs qui sont là. Donc, on vient ici, et là, on va pouvoir créer notre unité d'organisation. Alors, l'unité d'organisation qu'on va créer, on va l'appeler par exemple Office One. Et là, vous remarquez que votre unité d'organisation, elle est là. Maintenant, ce que je vous demande de faire, c'est dans dans cette unité d'organisation, créez-moi 3 groupes globaux de sécurité. Alors, les 3 groupes globaux de sécurité, ça va être quoi comme groupe? Attendez, je vous donne les noms des groupes. Je vous l'écris directement. On va l'appeler Helpdesk. Ça, c'est le premier groupe. Administrateur. Pour le deuxième groupe. Et Users. Pour le troisième groupe. Donc, créer 3 groupes globaux de sécurité. مثل هو بس كنت هذاك اللي pour le créer ما فهمتش ما حبيتش تمشي عليه. Alors, pour créer votre unité d'organisation, cliquez sur Domaine. Dès que le domaine, son contenu s'affiche ici, cliquez avec le bouton droit, Nouveau, et là, cherchez, vous allez trouver unité d'organisation. Elle est là. Ou bien, vous pouvez le faire directement ici. Vous cliquez sur le nom de votre domaine, Nouveau, et unité d'organisation. C'est bon, j'ai créé. Merci monsieur. Alors, Baraka, oui, les utilisateurs, vous êtes obligés de leur créer des mots de passe. Sans mot de passe, vous ne pouvez pas créer l'utilisateur. Pour les mots de passe, je vous recommande d'utiliser ce mot de passe par défaut pour tous les comptes que vous créez. Comme ça, vous allez pouvoir vous en rappeler. Alors, les groupes, vous allez les créer à l'intérieur de votre unité d'organisation. Alors, pour le faire, comment on va? On va créer son unité d'organisation et à l'intérieur, on va dire nouveau et directement, on va dire nouveau groupe. Alors, le premier groupe, on a dit qu'il s'appelle Helpdesk. Donc, je mets tout simplement Helpdesk.
On a dit c'est un groupe global de sécurité. Du moment où c'est un groupe global, donc les membres peuvent être d'où? Rappelez-vous, s'il vous plaît. Donc les membres ne peuvent être que du groupe, que du domaine local. Et ils ont accès à toutes les ressources. Donc je fais OK, j'ai mon premier groupe. Je fais la même chose pour le deuxième groupe que nous avons appelé administrateur. Ça, on les appelle tout simplement. Le troisième groupe qu'on va appeler entreprise utilisateur. Il faut savoir qu'il y a certains mots-clés que vous ne pouvez pas utiliser. Donc là, dès que vous avez vos trois groupes, faites-moi signe, s'il vous plaît. Oui, on a créé 4 users tout à l'heure. Bon, si vous avez créé vos 4 comptes et votre unité d'organisation et vos 3 groupes, donc ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est d'essayer de déplacer. Ce que je vous demande, c'est de déplacer le compte BART User vers votre unité organisationnelle Office One. Donc, pour le faire, il suffit de le glisser uniquement avec la souris. Je mets oui, automatiquement, BART User est dans mon unité d'organisation. Faites la même chose pour les autres comptes que vous avez créés. Donc, je prends les 3 comptes, je les sélectionne et je les déplace. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement 4 utilisateurs que j'ai mis dans mon unité organisationnelle. S'il vous plaît, est-ce que vous avez une machine virtuelle cliente?
De mon côté, je suis en train de cloner une machine virtuelle cliente. Donc, pour la prochaine fois, préparez s'il vous plaît deux machines clientes. Ça peut être du Windows XP, Windows 10 ou autre. Peu importe. Si je vous demande de faire du Windows XP, c'est tout simplement parce que Windows XP ne consomme presque pas du tout de ressources, contrairement à Windows 10. Non, vous ne pouvez pas le faire avec Linux, parce qu'il faut que ce soit un client Microsoft. Je vais faire ça devant vous maintenant, d'ici 2 minutes. Je vais essayer de vous faire la manipulation. Voilà, je viens de finir de cloner un client XP. Donc, je démarre la machine XP. Alors, voici ma machine XP qui vient de démarrer. Alors, la première vérification à faire, c'est de vérifier quelle est son adresse IP pour voir si elle peut communiquer avec mon serveur. Alors, je vérifie. Elle a l'adresse IP 10.024. Je vérifie l'adresse IP de mon serveur. Dix zéro deux quinze. Donc, passerelle 10.022. Je vérifie sur la deuxième machine si c'est la même passerelle. Ah non, il y a un petit problème. Donc, je revois uniquement une passerelle. Donc, problème ne se pose pas. Donc, mon serveur arrive à pinguer ma machine cliente. Je vais vérifier si la machine cliente arrive à pinguer le serveur.
Bon, ce n'est pas un problème, ça va être tout simplement une seconde. Vérifier. Une seconde, je dois redémarrer ma machine cliente. Parce que je l'ai mis sur le mauvais. Donc là, je viens de redémarrer la machine virtuelle après avoir modifié tout simplement la configuration réseau. Ah, modifier. Une seconde. Je dois installer les drivers uniquement de la carte, de la carte réseau. Je n'ai pas vérifié le pare-feu de mon serveur. Donc, il peut que ce soit le pare-feu du serveur qui bloque les requêtes pour Spanish. Alors, le but maintenant, c'est de faire quoi? C'est tout simplement de voir comment est-ce que je peux faire en sorte que cette machine cliente puisse se joindre à mon domaine. Donc, pour cela, on clique avec le bouton droit sur le poste de travail, propriété. On va vers le nom de l'ordinateur. On on fait modifier. Au lieu d'être dans le domaine, le groupe de travail, on va vers domaine et on saisit le nom de notre domaine. Donc, je me rappelle uniquement le nom du domaine. Monsieur, on peut utiliser notre machine physique comme client. Pardon? On peut utiliser notre machine physique comme client, là, ça marche pas. Vous pouvez le faire, mais après, quand elle va être membre du domaine, le problème que vous allez avoir, c'est si vous éteignez le serveur, vous n'allez plus pouvoir vous connecter à votre machine. Ah, d'accord. Sauf si vous rentrez dans le domaine, ensuite vous quittez le domaine. De préférence, évitez de faire ça. Oui, ça peut faire des problèmes. Ça peut créer des problèmes sur votre machine. Alors, vérifie les noms
Notre domaine, c'est domaine test, dans mon cas, .gtr. Donc, je reviens vers la machine cliente. Donc, c'est domaine test. Je fais OK. Bon, je sais que j'ai un problème de configuration réseau. Bon, j'ai un problème d'attente expirée, donc il y a un problème de communication sur le réseau. Bon, c'est pas méchant. Je préfère que vous prépariez vos machines clientes pour la prochaine fois et on le fera ensemble la prochaine fois, il n'y a pas de souci. Ça me permettra aussi de préparer une vraie machine cliente, pas une machine qui est déjà préconfigurée pour autre chose. Donc, en attendant, ce qu'on va faire, donc s'il vous plaît, pour la prochaine fois, préparez une ou deux machines clientes. Comme ça, on pourra le faire ensemble. On fera la configuration réseau au niveau de notre outil de virtualisation pour mettre les deux sur le même segment réseau. Ensuite, on basculera vers la configuration réseau de la machine M et vers la jonction du domaine. Donc, pour le moment, ce qu'on va faire, on va voir comment est-ce qu'on pourra déléguer à cet utilisateur, le premier utilisateur, le droit de créer, de supprimer et de gérer des comptes utilisateurs. Alors, à votre avis, comment vous allez faire pour lui rajouter des droits? Alors, Session. dans ces séances, ça ne permet pas de rajouter des droits. Rappelez-vous, on avait dit qu'un utilisateur hérite de tous les droits du groupe dans lequel il est. Maintenant, on avait vu dans User qu'il y a des groupes qui existent par défaut. Nous avons un éditeur de cette. Donc, vous remarquez que vous avez déjà plusieurs groupes qui existent par défaut. Donc, si on essaie de voir ces groupes qui sont à ce niveau-là, nous avons les utilisateurs du domaine, les utilisateurs protégés, les protecteurs, les propriétaires, créateurs de stratégies, etc. Donc, si on va vers Bulletin, nous avons encore d'autres groupes qui existent. Donc, parmi ces groupes, on va chercher le groupe opérateur de compte. On va cliquer sur ce groupe pour voir à quoi il sert. Alors, qu'est-ce qui est écrit? On vous dit les membres peuvent administrer les comptes utilisateurs et groupes de domaine. Administrer les comptes utilisateurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent créer, ils peuvent supprimer et ils peuvent gérer des comptes utilisateurs. Donc, si on veut donner à notre utilisateur ce droit, donc on doit le mettre dans le groupe qui permet, qui a les droits de faire l'opération. Alors, on va dire les membres de ce groupe, on va faire rajouter, et là, on va chercher notre compte utilisateur. On a dit, il s'appelle user. Donc, je tape user et je dis vérifier les noms. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va m'afficher tous les comptes qui contiennent les mots user. Moi, je choisis le compte qui m'intéresse. Je mets OK. OK. Le fait que ce compte est dans le groupe opérateur, si je reviens vers Office, je vais vers Part User, je vais chercher, il est membre de quoi? Et là, vous allez voir qu'il est utilisateur de domaine comme d'autres, et il est opérateur de compte. Le fait qu'il soit opérateur de compte, ça veut dire tout simplement qu'il a le droit
de ajouter des utilisateurs, de supprimer des utilisateurs et de gérer des comptes utilisateurs. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Les commandes PowerShell, on les verra par la suite. On les verra aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Pour le moment, on travaille en mode graphique. Ensuite, on va basculer vers le PowerShell. Monsieur, il y a une manière pour personnaliser. Par exemple, on lui donne le droit d'ajouter des utilisateurs, mais il ne peut pas les supprimer. Oui, on peut rentrer dans ce type de détails. Ça, on le verra quand on arrivera vers les stratégies de groupe par la suite. On ne peut pas le faire d'une manière aussi simple que ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est un peu plus compliqué. Une fois on sera au niveau des stratégies, on essaiera de voir comment personnaliser les autorisations dans les moindres détails. Si vous voulez, on est en train d'avancer par incrément. Là, on est en train de voir les tâches globales. Ensuite, on va aller vers le détail au fur et à mesure qu'on avance dans le cours. Maintenant, supposons que mon utilisateur user 2, je veux qu'il puisse se connecter à sa machine durant certains horaires uniquement. Ça veut dire que je ne veux pas qu'il puisse pouvoir se connecter à n'importe quel moment. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va vers compte, on va vers horaire d'accès, et là, vous allez choisir d'abord les journées. Supposons que mon utilisateur travaille du dimanche au jeudi, de 8 heures à midi. Donc je choisis. Alors, le bleu, ça veut dire qu'il est autorisé à ouvrir des sessions. Le blanc, ça dit qu'il n'est pas autorisé. Donc si je mets tout en blanc, quel que soit le moment où il va se connecter, on va lui dire que vous n'êtes pas autorisé. Donc on a dit, il travaille par exemple du dimanche au jeudi, de 8 heures à midi. Donc je sélectionne 8 heures midi, les journées qui m'intéressent, et je l'autorise à se connecter. Je reprends le dimanche et je l'autorise. Et l'après-midi, il travaille de 1 heure à 5 heures, disons. Donc je fais la même chose. Quel est l'avantage de faire ça? Ça veut dire si cet utilisateur vient à sa machine le vendredi, il ne pourra pas se connecter. Le samedi non plus. S'il vient la nuit, il ne pourra pas le faire. Même si quelqu'un d'autre possède son mot de passe et qu'il se présente durant son absence, il ne pourra pas se connecter même s'il connaît le mot de passe. Maintenant, supposons que mon utilisateur Bart, je veux qu'il soit l'administrateur de cette unité d'organisation. J'ai mon unité d'organisation. Je veux que ce soit lui l'administrateur uniquement de cette unité d'organisation. Donc là, ça veut dire quoi? On peut soit aller vers propriété de l'unité d'organisation, et là on a géré par. Donc qui gère cette unité d'organisation? Donc on fait modifier, on met Bart, vérifier. Alors, si je vais vers Bart, qu'est-ce qui a changé pour Bart? Il est toujours opérateur. Dans son compte, il n'y aura aucun changement. En général, vous ne verrez aucun changement. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas rajouté dans un groupe. On lui a donné uniquement des droits sur cette unité d'organisation. Si je vais vers l'unité d'organisation, donc rien n'a changé. Seulement, elle est gérée par Bart. Si je regarde les propriétés de Bart, c'est lui qui gère cette unité d'organisation. Maintenant, on peut aussi déléguer le contrôle de cette unité d'organisation à Bart. Donc, si je fais délégation de contrôle, partez vers suivant, toujours, je sélectionne un utilisateur.
Et là, je décide que peut faire Bart dans cette unité d'organisation. Par exemple, il peut créer, supprimer et gérer des comptes utilisateurs. Il peut réinitialiser les mots de passe. Il peut lire toutes les informations des utilisateurs. Il peut créer des groupes. Il peut modifier l'appartenance à un groupe. Il peut gérer les liens, etc. Donc, c'est à ce niveau-là que je décide ce que peut faire Bart dans cette unité d'organisation. Donc là, je lui ai donné la totalité des droits. J'aurais pu lui donner une partie ou bien pas tout lui donner. Je fais suivant. Ou bien je peux carrément créer des tâches personnalisées. Maintenant, Bart, il est quoi? Il est membre de cette unité d'organisation, mais vous remarquerez qu'au niveau des groupes, rien n'a changé parce qu'on ne lui a pas donné un groupe particulier, on ne l'a pas mis dans un groupe particulier, seulement on lui a donné des autorisations spécifiques sur une unité d'organisation. Ben Osman, je n'ai pas compris votre question. Vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Monsieur, donc les sociétés pour faire de l'administration réseau, donc on fera ce genre de truc. Oui, ça, c'est pas de l'administration réseau, ça, c'est de l'administration système. Si vous faites de l'administration système, c'est ce que vous allez faire, oui. Maintenant, généralement, dans les sociétés, surtout en Algérie, on n'est pas très titillant à ce point-là, dans le sens où ils vont pas créer des unités d'organisation, administrateurs par unité d'organisation et tout. À la limite, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent un administrateur de domaine ou deux administrateurs de domaine, parce que la plupart des entreprises en Algérie, c'est des petites entreprises. Il faut vraiment être recruté dans une grande entreprise, genre Sonelgaz, Sonatrach, qui ont, eux, plusieurs filiales et tout, pour pouvoir tomber sur une infrastructure où vous allez avoir plusieurs domaines, des sous-domaines, des unités organisationnelles bien structurées. Puis vous allez mettre des administrateurs de chaque unité, etc. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? D'accord. Si c'est clair, on va essayer de basculer un peu vers certaines commandes en utilisant le PowerShell. Alors, comme on avait vu la dernière fois, on avait dit que le PowerShell sert tout simplement à pouvoir interagir avec la machine en utilisant des lignes de commande, sans plus. Donc, c'est une manière pour éviter d'utiliser l'interface graphique. Généralement, le PowerShell, on l'utilise tout simplement lorsqu'on est en mode core, ou bien lorsqu'on veut automatiser euh, certaines, disons, tâches. Alors, ouvrez votre PowerShell, il suffit de cliquer à ce niveau-là. Alors, supposons qu'on veut essayer, on utilise. Alors, il faut savoir que PowerShell nous donne une certaine puissance qu'on ne peut pas avoir facilement avec l'interface graphique. Nous allons commencer par un premier exercice. Supposons qu'on veut savoir quel est l'utilisateur qui ne s'est pas connecté durant les 30 derniers jours. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement taper login date égale get date.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a déclaré une variable dans laquelle on a c'est la date de connexion, c'est la date. Rajouter moins 30 jours. Ensuite, on va faire get add user. On rajoute un filtre. Alors, est-ce que je fais une bêtise? Ah oui, je vais venir de front. Alors, je ne sais pas. Une parenthèse, non, c'est une accolade de route. Alors, là, vous remarquez, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a chargé automatiquement le module Active Directory et il a répondu à ma requête. Bon, là, j'avais fait pas qu'une petite erreur de frappe. Normalement, c'est une accolade à la place des parenthèses. Donc, si je résume un peu ce que, ce que nous avons fait, comme ça. Bon, je vous envoie la commande ici. Pardon, pour la copie, il y a eu une petite erreur. Bon, ne prenez pas en considération ce que je vous ai envoyé. Alors, je disais, donc pour notre commande, ce qu'on a fait, on a déclaré une variable qui s'appelle logonDate. Vous auriez pu l'appeler comme vous voulez. Dans cette variable, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé la commande getDate. Ça veut dire quoi? On prend la date d'aujourd'hui, on lui rajoute moins 30 jours. Pourquoi est-ce qu'on lui rajoute moins 30 jours? Ça veut dire, l'énoncé, c'était de savoir qu'il ne s'est pas connecté durant les 30 derniers jours. Ensuite, on fait get add user. Donnez-nous la liste des utilisateurs en appliquant un filtre tel que le last login est inférieur à la date, à la valeur de la variable. Ça veut dire depuis la date, ils ne se sont pas connectés. Automatiquement, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous affiche, c'est le compte invité qui ne l'a pas fait, c'est le compte KRBTG, c'est le compte BART, etc. Pourquoi? Parce qu'aucun des utilisateurs qui existent sur notre machine ne s'est connecté sur notre domaine. Donc, vous avez le user 4, user 3, user 2 et user. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça, c'est un exemple uniquement. Maintenant, supposons que je veux trouver et désactiver tous les comptes utilisateurs désactivés. Là, qu'est-ce qu'on fait? Toujours la commande get-add user. On applique toujours notre filtre et on dit accolade enabled. Alors, cette commande, comment elle fonctionne? Toujours get add user. La commande, c'est quoi? On rajoute le filtre. Alors, quand on met -filtre, c'est pour identifier une condition. Alors, notre condition, c'est quoi? Pardon, labeled. La condition, c'est quoi?
c'est que tout simplement, le compte utilisateur est désactivé. Donc, le fait qu'il soit désactivé est mis à true. Donc, si on exécute, alors, non, j'ai mis un espace supplémentaire. Alors, dès que j'exécute ma commande, qu'est-ce qu'il me dit? Le compte invité a été désactivé, tout simplement. Donc là, il nous a affiché tous les comptes qui ont été désactivés. Ils sont désactivés. Donc là, on n'a fait qu'afficher. Maintenant, supposons qu'on veut supprimer les comptes désactivés. Donc, contrairement à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, de la même manière, toujours get add user. On lui dit où c'est à chercher les comptes. Par exemple, on va lui dire, bon, j'ai pas envie de supprimer les comptes qui existent déjà dans mon domaine, donc je vais lui dire de le faire au niveau d'une unité d'organisation. Alors, pour que ça ne puisse pas fonctionner, je vais créer une nouvelle unité d'organisation que je vais appeler test. Voilà. Donc voilà, j'ai une unité d'organisation qui est là. Pour faire le test, je vais créer un utilisateur dans cette unité d'organisation. Je vais appeler test. Test. On va appeler test chevaux. Je vais désactiver le compte. Donc là, le compte est désactivé et je vais revenir vers mon PowerShell. Donc dans PowerShell, je vais lui dire dans l'unité d'organisation test. Ensuite, je spécifie domaine controller égal. Donc on lui donne le nom de notre contrôleur de domaine. Je ne me rappelle plus du nom. A-B-0. Pardon. Alors, on va appeler, si ma mémoire est bonne, contexte vérifié. L'extension qu'on avait donnée. Stage intérieur. On identifie notre filtre. Donc, si vous remarquez par rapport à la première commande, le filtre n'a pas changé. Seulement, j'ai limité l'espace d'action uniquement à une unité d'organisation. Ensuite, je rajoute un pipe pour dire que faire avec le résultat. Et l'action demandée, c'est remove-add
object, confirm. Alors, 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 c'est domaine test. C'est là. Alors, comment est-ce que je vais écrire test? Voilà. La commande s'est exécutée. Si on revient vers notre console, je vais actualiser. Et là, vous remarquerez que le compte a été automatiquement supprimé. Tout simplement parce que j'avais fait la commande qui exige la suppression des comptes désactivés. Et notre compte, on l'avait désactivé. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on a toujours la possibilité de créer des utilisateurs ou bien de vérifier les propriétés d'un utilisateur en utilisant des commandes PowerShell. Alors, on va commencer par vérifier les propriétés d'un utilisateur. Alors, si je fais par exemple toujours get add user identity, je donne par exemple user 3 et je demande à ce qu'il m'affiche les propriétés de cet utilisateur. Alors, et là, qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche toutes les propriétés de l'utilisateur 3. Toutes les propriétés veut dire quoi? Veut dire tout simplement tous les attributs de cet utilisateur. Alors, account est-ce qu'il date d'expiration, il n'y a pas, on ne l'a pas défini par exemple. Alors, quand est-ce qu'il a été créé? C'est aujourd'hui le 19 mai. Le timestamp, quand est-ce qu'il a été créé? Donc, vous allez voir que toutes les informations qu'on avait introduites, vous allez les retrouver. Given name, Connie, etc. Maintenant, de la même manière que j'ai pu voir les propriétés d'un utilisateur, je peux créer un utilisateur. Pour créer un utilisateur, généralement, il faut avoir un template. Un template, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement un modèle d'utilisateur. À titre d'exemple, avant d'arriver au template, pour créer un utilisateur, ce qu'on fait généralement, c'est new, add user. Ensuite, on renseigne les champs de l'utilisateur un à un. Name, par exemple, on va dire mn. Tiens, 50. Je l'appelle user file, etc. Donc, vous remarquerez qu'il sera nécessaire de citer chacune des propriétés obligatoires. Donc, à savoir le chemin de l'unité d'organisation, par exemple, tirer path. Où est-ce que je veux le mettre? Par exemple, dans mon cas, je vais le mettre dans l'unité d'organisation rest. Nom du domaine, alors c'était domaine test. Son mot de passe aussi, je dois le définir, le given name, le surname. Donc,
mettre chaque champ. Alors, si j'exécute la commande maintenant, il ne va pas me fonctionner. Pourquoi? Parce que j'ai des champs obligatoires que je n'ai pas définis. Et là, regardez l'erreur. La syntaxe du nom de l'objet est incorrecte. Au caractère, etc. Amin, Sam account user, etc. Donc, à ce niveau-là, la commande ne pourra pas fonctionner. Donc, il est toujours nécessaire de définir l'ensemble des champs que vous allez utiliser. Donc, je vous enverrai la commande dans sa globalité parce qu'elle est assez longue pour définir tous les champs. Je vous la mettrai tout à l'heure. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Bon, si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on va arrêter là pour le moment. Je vais vous poster dans quelques minutes le support de cours ainsi que la vidéo du TP.